Depuis quelques jours, le MNLA fait subir des exactions sur les populations noires dans la ville de Kidal. 24 citoyens refoulés sont arrivés à Gao. Ils sont pour la plupart des jeunes et ont subi des exactions. 14e édition de la quinzaine de l'environnement. Au programme, plusieurs activités d'information et de sensibilisation pour préserver l'environnement. Les pistes cyclables à Bamako, le quotidien des usagers est partagé entre panne et accidents de la circulation à cause de l'état défectueux des bretelles. Une de nos équipes de reportage est allée voir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par ce communiqué du Conseil des ministres extraordinaire du mardi 4 juin 2013. Le Conseil des ministres s'est réuni en session extraordinaire le mardi 4 juin 2013 sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Diango Sissoko. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil des ministres a adopté, sur présentation du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, un projet de loi autorisant une troisième prorogation de l'état d'urgence suite à la recrudescence de l'insécurité sur toute l'étendue du territoire national, se traduisant par des atteintes graves à l'ordre public, des menées subversives de nature à compromettre la sécurité intérieure. Le gouvernement a instauré l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national à compter du 13 janvier 2013 pour une durée de 10 jours. La mise en œuvre de cette décision a favorisé le bon déroulement des opérations militaires pour la libération des régions occupées et contribué à l'instauration et au maintien d'un climat social apaisé dans notre pays. Cependant, en dépit de la libération de la quasi-totalité des régions occupées, il existe toujours des poches d'insécurité et des menaces continues à peser sur l'ordre public et sur le retour définitif de la paix sociale. Cette persistance des menaces a rendu nécessaire deux prorogations de l'état d'urgence instituées qui ont contribué à l'amélioration de la situation sécuritaire et à celle du climat social dans notre pays. La consolidation de cette situation et la pérennisation d'un climat apaisé indispensable pour le parachèvement de la reconquête de l'intégrité du territoire et l'organisation d'élections libres et transparentes requièrent une nouvelle prorogation de l'état d'urgence. Le projet de loi initié à cet effet autorise une troisième prorogation de l'état d'urgence jusqu'au vendredi 5 juillet 2013. À minuit, l'état d'urgence prendra fin avant l'ouverture officielle de la campagne électorale pour l'élection du président de la République. Le Haut Conseil des collectivités condamne avec la dernière rigueur les exactions faites par le MNLA sur les populations et exige que la lumière soit faite sur les crimes commis. C'est une déclaration faite cet après-midi par le président de l'institution à l'occasion de la clôture de la première session ordinaire de l'année en cours. Modibo Mariko pour les détails. L'acte final d'une session qui aura duré un mois. Un mois au cours duquel les conseillers nationaux ont renouvelé le bureau de l'institution à hauteur de 64% avec des changements notables au poste de deuxième vice-présidence et de premier secrétaire. La session a aussi permis aux conseillers de donner leur avis sur au moins 5 projets de loi soumis à eux par le gouvernement. Au-delà de ce travail régalien, l'institution a jeté un regard rétrospectif sur l'état de la décentralisation. Le constat fait par les conseillers est loin d'être réjouissant. Une bonne réforme, la décentralisation, mais qui ressemble des années après, selon le président du Haut Conseil, à un éléphant blanc. La faute à la volonté politique qui n'aura pas laissé de la place au transfert des ressources. Le scepticisme de l'État quant au transfert des ressources aux collectivités, l'absence d'allocations budgétaires conséquentes, les entorses portées à la loi, l'incompétence de certains cadres couplés à la mauvaise foi d'autres achèvent de plonger les collectivités dans une précarité absolue, source de déliquescence. Le constat est si patent que celle-ci, prise dans la spirale des difficultés financières, n'arrive plus à mettre en œuvre les différents projets et programmes de développement initiés en faveur des populations, gisant malheureusement dans un dénuement effroyable. Les actes ont manqué de suivre donc les paroles, déplorent les présidents, les conseillers nationaux et les élus locaux, engagent-ils, ne failleront pas cependant à leur devoir de mobilisation pour assurer un succès franc aux élections à venir. Justement par rapport à ces élections, le message de l'institution est on ne peut plus clair.
Le Haut Conseil de collectivité par ma voix clame haut et fort que l'élection présidentielle doit se dérouler sur l'ensemble du territoire national sans exclusive, avec la présence effective des autorités militaires, administratives, politiques et civiles, notamment dans la région de Kidal. La souveraineté de notre pays est à ses prix. Le MNLA doit s'en convaincre et renoncer pour toujours à la violence armée. Il ne gagnera qu'en se consacrant à son devoir sacré de bâtisseur d'une nation malienne plurielle, riche de sa diversité, une et indivisible. Aussi, l'institution condamne avec la dernière rigueur les exactions perpétrées par les MNLA sur les paisibles populations à Kidal. Le président exige que toute la lumière soit faite sur ces crimes qui n'ont que pour dessein inavoué que de réduire à néant les efforts entrepris pour la paix dans notre pays. 24 citoyens viennent d'être refoulés de la région de Kidal. Ils sont pour la plupart des jeunes et ont subi des exactions avant d'être chassés de la ville. C'est sans ressources ni bagages qu'ils ont été recueillis par les autorités régionales de Gao. Le reçu de notre correspondant sur place, Daouda Zoumana Traoré. Ces 24 citoyens, Soraï, Bamana, Peul, entre autres, ont été refoulés de Kidal à cause de la couleur de leur peau. Le groupe armé MNLA et complices sont les chefs d'orchestre de cet acte. Après les avoir cueillis, qui de son logement, qui de son lieu de travail, ces indépendantistes les ont mis en prison durant 2 à 3 jours selon les cas. Une épreuve très dure car ils n'avaient pas droit à la nourriture, mais un peu d'eau seulement pour se mouiller la gorge. Le matin, je me suis réveillé, je suis allé au terrain parce que c'est moi qui garde le ballon. Je suis allé au terrain et d'un coup, les gens de l'Azawad sont rentrés au terrain. On était 6 personnes qui étaient venues au terrain. Donc, ils nous ont pris, sans nous dire pourquoi ils nous ont pris. On nous a envoyé, on nous a fait sortir. Et en même temps, à la porte, ils ont croisé 2 jeunes. Et aussi, on les a pris, on les a mis dans la voiture. On nous a envoyés à la police. Aujourd'hui, où je suis, on m'a refoulé comme ça. Ça, c'est mon culotte de jouer. C'est comme ça que je suis venu. Je ne suis même pas parti à la maison. Je les ai dit, ils n'ont qu'à me laisser, je vais partir à la maison. Pour que je parte porter un grand. Ils ont dit non, il faut que je parte. Parce que je ne suis pas un Azawadien, je suis un Malien. Parce que quand ils font leurs marches, nous les gens, nous les peaux noires là, ils n'ont jamais vu les peaux noires marcher avec eux. Parce que nous, on fait partie du Mali, on n'est pas les Azawadiens, on donne les informations à Gao. C'est nous qui disons aux jeunes de Gao de marcher pour que les militaires maliens viennent à Kidal. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça même qu'on nous a refoulés. Cette barbarie a touché également 4 de nos concitoyens venant de l'Algérie. Ils ont été contraints par les hommes armés du MNLA à entrer dans une 4x4 dont les occupants les ont tous retirés et les ont frappés à leur guise. Donc tous les autres là, il y avait un qui avait 3 badjots avec un autre truc là encore. Il a tout pris ça. Et puis il y a un même qui a pris 100 000 francs pour lui, pour rien. Là, hein? Bon, moi, ils sont vus que comme moi, je n'ai pas l'argent, ils croient que moi, j'ai en train de casser l'argent. Aujourd'hui, je n'ai pas l'argent. Ils sont attrapés, moi, de m'amener dans la maison, hein, de serrer ma colis, avec ma bras. Ils sont jusqu'à 4 personnes. De me faire entrer dans la maison, de me faire fusiller. Ils disent qu'ils vont me tuer. J'ai dit, je n'ai pas l'argent, ils sont fouillés ça. Ça, c'est fait à Kidal en ville même. Ce qu'il faut éviter, c'est surtout l'amalgame et la stigmatisation. J'étais là-bas avec Madame la ministre. Et nous avons effectivement serré la main de tous les jeunes qui sont venus, qui sont au nombre de 24. Et leur trajet Kidal-Gao est fortement atroce. Vous avez vu même le véhicule emprunté. Et je pense qu'à la lumière de cette situation, la période où on se trouve aujourd'hui, il faut qu'on fasse attention, qu'on fasse l'analyse de la situation. Et premièrement, analyser le problème, effectivement, s'il n'y a pas question de piège dans ce dispositif. Et donc, des dispositions seront prises avec les forces armées et de sécurité pour voir ce côté. Deuxièmement, c'est une tâche du MELA aujourd'hui que nous devons gérer obligatoirement dans cette région de Gao. Nous nous sommes dit que nous allons réagir énergiquement à cette situation, en quoi faisant? Premièrement, en luttant contre l'amalgame, en luttant contre la stigmatisation au sein de notre région et en renforçant davantage la cohésion qui existe au niveau de cette population.
Nous nous sommes dit aussi qu'il faut tout mettre en œuvre aujourd'hui. Toutes les forces vives de la région, en synergie d'action, à accompagner l'ensemble des dispositions qui seront prises pour que le drapeau malien puisse flotter au niveau de Kidal. Le gouverneur rassure que toutes les autorités conjugueront leurs efforts pour la prise en charge de ces refoulés. Et la Convention nationale pour une Afrique solidaire face au Héré et l'Union malienne du Rassemblement démocratique africain qui condamne avec force et indignation ces actes et propos d'une grave inconscience et le refus de vivre ensemble. Il demande avec insistance, les deux parties demandent donc avec insistance aux autorités du Mali de prendre toutes ses responsabilités pour faire face à cette nouvelle crise. Le collectif des ressortissants du Nord, tout en marquant sa consternation, invite les populations maliennes dans une déclaration à ne pas tomber dans le double piège de l'amalgame et du génocide programmé par le MNLA. La déclaration est lue ici par son président Malik Al-Husseini Meiga au micro de Moussa Arimeiga. Le jeudi 30 mai 2013 restera sans doute dans les annales de la libération du Nord comme un jour noir, une sorte de tache. En effet, les populations de la ville de Gao, par centaines, ont marché pour deux raisons essentielles à leurs yeux. Primo, interpeller l'État, incapable à leur entendement d'assurer la fourniture d'eau et d'électricité. Secondo, exprimer leur inquiétude concernant le flou qui flotte sur la question de Kidal. Le collectif des ressortissants du nord du Mali, Coren, exprime ses vifs encouragements aux vaillantes populations de Gao et s'associe à l'expression de leur indignation. Concernant la question de Kidal, les événements qui se déroulent dans cette ville depuis vendredi 30e mai viennent nous rappeler douloureusement que les autorités n'ont ni le bon diagnostic, ni le bon remède. En effet, une véritable chasse à l'homme noir est organisée dans la ville de Kidal. Le MNLA est en train de procéder à une sorte d'épuration ethnique de la ville de Kidal en obligeant les Noirs et tous ceux qui se réclament républicains à quitter les lieux. Ceux qui résistent sont arrêtés et déportés. Une situation qui oblige le plus grand nombre à se cacher. Le collectif des ressortissants du nord du Mali marque sa consternation dans la mesure où, au début du mois d'avril, il avait attiré l'attention des autorités maliennes sur les exactions à connotation raciste qui se déroulaient à Kidal. Les événements du vendredi 30e mai et du dimanche 2 juin prouvent, hélas, que rien n'a été entrepris pour faire cesser ces exactions. On célèbre demain la journée mondiale de l'environnement. Le thème retenu est penser, manger, réserver. À cette occasion, le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement a livré un message dont nous vous proposons un extrait propos recueilli par Soumaïla Berti. Demain 5 juin 2013, nous commémorons la journée mondiale de l'environnement, instituée par l'Assemblée générale des Nations unies pour marquer la création du programme des Nations unies pour l'environnement à Stockholm en 1972. Depuis, cette journée est devenue un des moyens par lesquels l'Organisation des Nations unies stimule la sensibilisation des gouvernements en les mettant face à leurs responsabilités concernant la dégradation de l'environnement. La quinzaine de l'environnement que nous organisons entre dans le cadre de cette sensibilisation. C'est ainsi qu'une série de manifestations ont été programmées pour informer et sensibiliser les populations sur les enjeux liés à la dégradation des ressources naturelles et de l'environnement de façon générale. Le thème retenu cette année est « Penser, manger, préserver ». Il s'agit là d'une invitation à la promotion des modes de production et de consommation durables, notamment dans le secteur de la production agricole et la problématique de la gestion durable des terres et des eaux. Et la 14e édition de la quinzaine de l'environnement qui a démarré 15 jours d'activités intenses de sensibilisation
et d'information pour préserver l'environnement. Il sera également marqué par la célébration, vous venez de le suivre, de la Journée mondiale de l'environnement prévue demain 5 juin et la Journée internationale de lutte contre la désertification. Sira Bachili. Des sachets plastiques qui traînent par terre, ils sont non biodégradables, un danger pour l'environnement, agressés dans tous les sens de nos jours. Il faut un remède. C'est l'idée de la quinzaine de l'environnement, un espace de rencontre et d'échange qui ouvre ses portes pour la 14e fois au Mali. Il s'agit d'amener les populations à devenir des agents actifs du développement durable et équitable à travers les changements d'attitude. Notre richesse commune aujourd'hui sérieusement menacée. Hier comme aujourd'hui, la problématique de la dégradation de l'environnement reste d'actualité. Nous perdons annuellement près de 100 000 hectares de forêt que les campagnes de reboisement sont très loin de pouvoir compenser. Nos terres et nos cours d'eau sont victimes de l'avancée du désert. Notre faune et notre flore sont réduites à leur plus simple expression. Le message sera véhiculé via les journées scientifiques qui seront tenues sur place. Parmi les thèmes déjà recensés, la problématique du fleuve Niger, la gestion des déchets solides et des eaux usées dans le district de Bamako, la loi relative à l'interdiction des sachets plastiques. Les partenaires sont toujours au rendez-vous et réitèrent leur engagement. Le thème de cette année, à savoir penser, manger, préserver et ne laisse pas ton avenir se tarir, nous interpelle tous et nous appelle à plus de responsabilités, non seulement vis-à-vis de nous-mêmes, mais surtout des générations futures. Nous devons assurer à tous une nutrition suffisante, doubler la productivité des petits agriculteurs qui produisent l'essentiel des aliments du monde en développement et rendre durables les systèmes alimentaires face aux chocs environnementaux et économiques. La quinzaine de l'environnement, c'est aussi la proposition de produits biodégradables et ceux recyclés et la présentation de certains projets. Nous sommes prêts à transférer la technologie pour que les choses soient fabriquées. Et notamment cette petite lampe solaire. Vous savez que ceci, ça vient des produits recyclés. Nous sommes engagés en termes de respect environnemental aussi. Nous avons signé des conventions. Donc tous nos produits respectent l'environnement. Ne serait-ce que le packaging aussi, c'est du papier recyclé. Donc vous voyez, je n'ai pas besoin de recouper du bois, faire de la pâte à papier pour fabriquer le packaging. Opportunité de prôner l'assainissement pluridisciplinaire sur toutes les questions environnementales et de développement durable, la quinzaine de l'environnement s'attelle à faire adopter des modes de production des objets biodégradables et de consommation durable. Et nous ouvrons cette rubrique élection par ce communiqué officiel du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire qui porte à la connaissance des candidats à l'élection présidentielle de 2013 que les imprimés du modèle de déclaration de candidature à l'élection du président de la République sont tenus à leur disposition au niveau du secrétariat de la Direction générale de l'administration du territoire. Cet autre communiqué du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire qui informe les électeurs et les électrices que les opérations d'établissement des nouvelles listes électorales vont se dérouler sur l'ensemble du territoire national et dans les ambassades et consulats du Mali du 5 au 25 juin 2013. Par conséquent, le ministre invite les électeurs et électrices à se rendre auprès des différentes commissions d'établissement des listes électorales qui siègent au niveau de chaque commune, ambassade et consulat. Le ministre rappelle qu'auprès des dites commissions, chaque électeur a la possibilité de choisir le lieu où il souhaite voter. Démarrage donc demain des travaux des commissions d'établissement des listes électorales. Ils se poursuivront jusqu'au 25 juin sur l'ensemble du territoire national dans les ambassades et consulats du Mali. Les commissions composées des représentants de l'administration territoriale et des partis politiques procéderont à la radiation des électeurs décédés et à la validation des listes électorales définitives. Au micro de Brahma Traoré, le directeur général de l'administration territoriale, pour plus de détails. Ces commissions sont composées des représentants de l'administration et des représentants des partis politiques doivent siéger pour essayer de valider la liste des électeurs potentiels.
Cette validation consiste à radier des listes électorales les personnes décédées. Parce que le recensement a eu lieu en 2009, et de 2009 à aujourd'hui, il y a certainement des gens qui sont décédés. Ensuite, d'enregistrer à leur niveau les choix des lieux de vote. Parce que les personnes qui souhaiteraient choisir leur lieu de vote, les commissions administratives seront en mesure justement d'enregistrer les choix de ces électeurs. Et elles peuvent procéder aussi à de nouvelles inscriptions. Cela veut dire les électeurs qui existent dans la base de données, avec leurs photos et leur empreinte digitale, qui ont changé de commune et qui souhaiteraient voter dans leur nouvelle commune de résidence, les commissions administratives doivent pouvoir faire leur inscription. À titre d'exemple, quand vous avez été enregistré à Sikasso en 2009, aujourd'hui vous êtes sur la liste électorale de Sikasso, aujourd'hui vous êtes installé à Bamako, vous voulez voter à Bamako, donc il faut aller dans une commune de Bamako, là où vous résidez, pour vous faire inscrire, afin qu'on puisse vous radier sur la liste électorale de Sikasso. C'est ce qu'on appelle les transferts. Une troisième activité consiste justement à gérer aussi quelques situations particulières. Parce qu'au niveau du recensement administratif à vocation état civil, il est apparu que certains électeurs n'ont pas précisé leur village, quartier, fraction. Ils sont une minorité. Ça aussi, les commissions seront autorisées exceptionnellement à procéder à ce travail de correction ou de précision des lieux, des VFQ de ces électeurs-là. Donc, ils doivent travailler suivant un calendrier bien précis. Et ce calendrier commence le 5 pour s'achever le 25. Bien sûr, il y a des séquences dans ce calendrier. Il y a une période où vraiment ils vont faire les travaux de radiation, de transfert, d'enregistrement des lieux de vote. Ça, c'est de la période du 5 juin au 15 juin. À partir du 16 juin, les commissions vont afficher les listes au niveau des communes, des ambassades pour enregistrer les réclamations des électeurs. Ensuite, la commission gère ces réclamations-là. Au-delà du 21 juin, bien sûr, on va faire le tableau définitif, la révision au niveau de chaque commune. Et ces tableaux seront acheminés à Bamako pour être transmis au niveau de la DGE afin que le fichier électoral définitif soit établi par la DGE. De l'autre côté, les partis politiques qui s'engagent à respecter les textes relatifs aux élections, ils l'ont exprimé à travers la signature d'un document appelé Code de bonne conduite des partis politiques, le compte-rendu de Adama Koudjo. S'atteler à proscrire toute forme de violence verbale ou physique durant et après le processus électoral au Mali. C'est l'engagement fait par les partis politiques et candidats aux futures élections dans le pays. Les acteurs réitèrent ainsi leur volonté à respecter les dispositions législatives et réglementaires en matière d'élection. Le code que vous avez en main aujourd'hui est l'aboutissement d'un processus que nous avons démarré depuis 2007. Poursuivi en 2012 et repris aujourd'hui en 2013, dans le cadre des prochaines élections de juillet 2013. Il est ainsi le produit du long suivi et d'une évaluation du processus électoral au Mali. La situation difficile que traverse notre pays est une raison suffisante et justifiée pour la mobilisation nationale et la recherche des voies et moyens pouvant contribuer à une reprise effective de notre processus démocratique dans un esprit républicain. La réussite d'élections paisibles rentre pour une part importante dans l'atteinte de cet objectif. La réussite des élections au Mali préoccupe aussi les partenaires techniques et financiers. C'est pourquoi l'organisation américaine USAID a décidé d'œuvrer pour des élections apaisées au Mali. Il est très important que les partis comprennent les dispositions du code de conduite et qu'ils sont tenus de respecter en signant cette code. Les partis politiques et les candidats reconnaissent également publiquement qu'ils condamneront toutes les forces d'intimidation et de violence politique.
Pour la concrétisation des engagements pris, les initiateurs de la rencontre invitent les partis politiques et candidats aux élections de partager le code de bonne conduite avec tous les acteurs du processus. Et le gouverneur du district qui informe les 96 agents retenus sur la liste additive dans le cadre de la distribution de la carte Nina qu'une séance spéciale de rattrapage sera organisée à leur intention le mercredi 5 juin 2013 à partir de 9 h dans la salle de conférence du gouvernorat du district de Bamako. Les intéressés peuvent consulter la liste affichée à cet effet au gouvernorat du district. Communiqué de presse, une délégation du bureau politique national du Mouvement pour la démocratie et le développement MDD a rencontré vendredi une délégation du bureau politique national du Rassemblement pour le Mali, RPM. Au cours de la rencontre, les deux parties se sont réjouies de leur convergence de points de vue sur les grandes questions d'actualité nationale et internationale et ont convenu de la nécessité d'investir ensemble et de soutenir le candidat Ibrahim Boubacar Keïta à la magistrature suprême à l'occasion de l'élection présidentielle prévue en juillet 2013. À Oulikoro, les radios du Mali s'engagent pour la réussite des élections de juillet prochain. Cela se concrétise par une formation à l'intention des animateurs et journalistes venus d'horizons divers. La rencontre de 3 jours est une initiative de la Fondation internationale américaine pour les systèmes électoraux au Mali à travers l'URTEL. Fousséni Tunkara, compte rendu. La présente formation offre l'opportunité aux participants de renforcer leurs capacités professionnelles en matière de collecte, de traitement et de diffusion de l'information en période électorale. L'initiative est le fruit d'un partenariat nourri entre la Fondation internationale américaine pour les systèmes électoraux IFES et l'Union des radiodiffusions et télévisions libres du Mali, URTEL. Nous avons jugé nécessaire de travailler avec les radios communautaires et on a choisi de travailler avec URTEL pour pouvoir couvrir au fait l'ensemble du processus parce qu'ils sont les mieux indiqués au niveau local pour communiquer avec la population. Et nous attendons au fait que ces radios prennent leurs responsabilités par rapport à ce processus particulier, notamment l'utilisation de fichiers biométriques qui est nouveau dans le pays. Durant 3 jours, les participants débattront sur les innovations apportées à la loi électorale, la couverture médiatique des élections et la responsabilité des agents engagés dans le processus électoral. Aux yeux des autorités régionales, ces thèmes sont inévitables pour prévenir le Mali contre les conflits liés aux élections. Les attentes des plus hautes autorités vis-à-vis des acteurs de la presse sont énormes au moment où notre pays sort d'une grave crise sécuritaire et humanitaire et entre dans une période d'élection. Une couverture déséquilibrée et partisane d'une activité politique, une mission d'une structure de gestion du processus électoral mal expliquée par un média peut conduire au dérapage. Cette session de formation intervient après celle effectuée à Sikasso, Ségou et Mopti, toujours dans le cadre du même partenariat IFES-URTEL. Un programme d'assistance aux victimes des exactions des événements de 2012 vient d'être lancé à Gao par le ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant. Ce programme qui bénéficie de l'appui de ONU Femmes s'étend sur 3 ans. Nous retrouvons nos correspondants sur place, Daouda Zoumana Traoré et Djibril Bagayoko. C'est à bras ouverts que la population de Gao a accueilli la ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant. Après la reconquête, les hautes autorités veulent remettre les femmes de Gao au travail en leur octroyant des fonds nécessaires pour les activités génératrices de revenus. L'ONU Femmes, à travers les ONG GREP, GREFA, Taoussa et EFAD s'engagent dans ce sens. Déjà, des centaines de femmes sont en activité dans 3 communes de Gao. Les femmes déplacées et retournées et celles restées dans les zones affectées par le conflit bénéficient d'activités génératrices de revenus et participent activement à la culture de la paix et de non-violence. Les femmes des zones occupées seront toutes bénéficiaires de ce programme. Faye Nana Mounessa Touré de l'ONU Femmes Gao dira en substance qu'aucune femme victime ne sera en marge de ce programme intitulé « Sous-programme d'assistance aux femmes et filles affectées par le conflit ». Les axes clés portent sur l'assistance économique et psychosociale aux femmes déplacées,
le relèvement économique et la participation des femmes au dialogue communautaire, la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre et la participation des femmes à la consolidation de la paix en partenariat avec l'unité genre de la MINUSMA. Les victimes, femmes et enfants ont reçu des kits et des fonds en vue de pouvoir se prendre en charge. J'exhorte les ONG partenaires à donner le meilleur d'elles-mêmes pour une gestion saine des ressources mises à leur disposition pour mieux encadrer les femmes dans l'atteinte des objectifs du programme. Quant à vous, les bénéficiaires, nous ne doutons point de vos compétences pour la réalisation des activités vous permettant de générer des revenus en vue de votre autonomisation. Pour la cicatrisation de toutes ces exactions, les femmes de Gao demandent que justice soit faite et que les malfaiteurs répondent de leurs actes. Et la fondation du groupe Bank of Africa investit dans l'humanitaire. Elle vient de remettre un chèque de 25 millions de francs CFA à la Croix-Rouge malienne pour soutenir les actions humanitaires dans les régions du nord du pays. La cérémonie de remise du chèque géant s'est déroulée cet après-midi au siège de la BOA, Agali Agagissa. Cette remise de chèques traduit la solidarité de la fondation du groupe Bank of Africa à l'endroit des populations des régions du nord du Mali. Ce geste humanitaire fait à l'endroit de la Croix-Rouge malienne vise à réduire les souffrances des personnes déplacées et résidentes dans ces régions. La fondation n'est pas à sa première opération. Il y a une année, nous avons demandé à rencontrer les dirigeants de la Croix-Rouge afin de pouvoir leur témoigner, du moins leur demander de témoigner à ces populations qu'ils côtoient toute notre attention et toute notre affection à leur égard. Ce jour-là, nous avons fait un don de 25 millions de francs CFA. Le groupe Bank of Africa, à travers sa fondation, a voulu de nouveau témoigner sa solidarité à ces populations en leur apportant une nouvelle contribution financière de 25 millions de francs CFA. Le montant va permettre sans nul doute à la Croix-Rouge d'accroître son assistance dans plusieurs localités, notamment dans les régions en proie au terrorisme et à l'insécurité. Le don que vous allez nous remettre va nous permettre rapidement d'acquérir des besoins alimentaires, du riz, de la farine, du lait, de l'huile et d'autres denrées pour les populations, tant au nord que celles déplacées vers le sud. La présidente de la fondation a souhaité le retour de la paix et la cohésion sociale dans un Mali uni et prêt pour un développement harmonieux. Les députés de la Commission des travaux publics, de l'habitat et des transports ont visité aujourd'hui l'usine de cimenterie de Diogar. Selon le chef de la mission, la production est satisfaisante. Moussa Fani était de la visite. 1 million de tonnes, c'est la quantité de ciment attendue cette première année de production de la cimenterie de Diogar dans le cercle de Kati. L'information a été portée à la connaissance des députés de la Commission des travaux publics, de l'habitat et des transports de l'Assemblée nationale en visite sur le site. Actuellement, la tonne est vendue à 87 500 francs CFA à l'usine. Les parlementaires n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Nous sommes très contents de voir ce qui se passe ici. On a vu que le produit est très contrôlé avant la sortie et à la sortie. Et à tout moment, chaque jour, c'est le contrôle. Et ça va garantir encore la qualité. Mais après ça, notre inquiétude, c'était le prix. Tous les Maliens ont appris qu'avec cette usine, on devait avoir le ciment à 80 000 francs la tonne. Et on est heureux d'apprendre, malgré les problèmes, que le ciment ici, c'est 87 500 francs la tonne. Les visiteurs du jour ont été émerveillés par la qualité du travail abattu par l'entreprise pour cette première phase de production. On est rassuré par rapport à la production, on est rassuré par rapport à la qualité et nous pensons que ça va aider beaucoup le Mali. La capacité de production de l'usine est estimée à environ 1 500 000 tonnes par an pour satisfaire les besoins de ciment de notre pays qui est de 2 500 000 tonnes par an. Les responsables de l'usine souhaitent construire une deuxième cimenterie dans le cercle de Nyoro.
Visite du chef d'état-major général des armées en prélude à la sortie du premier bataillon en formation à Koulikoro, accompagné d'une forte délégation du commandement militaire. Il était parti reconforter, selon notre correspondant, le moral des soldats. Seydou Traoré. Aux derniers instants de la formation du premier bataillon de l'armée malienne, le chef d'état-major général des armées est venu requinquer le moral des 715 soldats du bataillon Waraba sur le champ des exercices. Le général Ibrahim Dairou Dambélé est allé jusqu'à Dumba, à une dizaine de kilomètres de Koulikoro, où le groupement tactique interarmes Waraba mène ses exercices pratiques. Des exercices qui valident les 2 mois de formation. Sur place, le visiteur a eu droit à des explications sur le mode opérationnel de chaque section du premier bataillon, des commandos Waraba en passant par la batterie d'artillerie, le génie militaire, l'infanterie motorisée. Bref, aucun détail n'a échappé au premier responsable de l'état-major des armées. Le jour où il venait à Koulikoro et aujourd'hui, il y a une grande différence. Aujourd'hui, il travaille dans des cellules bien organisées et le bataillon avec tous ses éléments, son état-major, les différents commandants de compagnie et même les appuis, que ce soit génie ou artillerie, bénéficiant de tous ces appuis. Tous les bataillons qui seront formés seront déployés au nord du Mali. Mais la ville maintenant, ça va dépendre de la cellule des opérations de l'état-major général des armées, suivant le besoin opérationnel qui s'impose. Satisfait du niveau élevé de la formation européenne à Koulikoro, l'administration des écoles militaires se réjouit de la capacité des soldats après 10 semaines d'apprentissage. La formation que l'Union européenne a apportée constituera une plus-value aux acquis qui ont été donnés à ces éléments. La sortie du premier bataillon est prévue ce samedi 8 juin 2013 à Koulikoro. L'Association des municipalités du Mali et la Fédération nationale des associations de santé communautaire décident de développer des actions communes. Elles viennent de signer à cet effet une convention de partenariat qui vise à contribuer à l'amélioration des soins de santé des populations. Fadem Baketa détaille. Avec les 10 mots proposés, chaque candidat était invité à réaliser soit un poème ou un conte. À la fin, les 124 participants ont reçu chacun un prix. Le 3e prix, composé de livres et de t-shirts, est revenu à 95 récipiendaires, soit 95 lauréats pour le 3e prix. Le 10e prix a été décerné à 24 élèves et étudiants. Chacun d'eux reçoit un livre, l'abonnement d'un an à la médiathèque de l'Institut français et une sacoche. Quant au premier prix, il est revenu à 8 lauréats. Ils obtiennent chacun une liseuse électronique. Le concours consistait en l'écriture d'un texte à partir des 10 mots et un texte qui peut être soit un poème, soit un conte, soit un slam. Oui, nous sommes très satisfaits d'avoir vu la participation, 13 établissements qui ont participé. Au cours de la cérémonie, le prix de participation aux 13 établissements concernés, le prix spécial de l'ambassadeur de France et de celui du ministre de l'Éducation ont été décernés. C'était pour récompenser tous ces jeunes qui ont fait ce concours qui visait à favoriser la créativité. C'était un exercice d'enrichissement pour conforter la langue française et conforter la coexistence entre nos langues et la langue française. Pour les lauréats, ces distinctions sont des gestes d'encouragement. J'ai remporté le premier prix. C'est composé d'un iPad numérique, de quelques cadeaux aussi. La semaine de la langue française et de la francophonie est organisée chaque année le 20 mars à l'occasion de la journée internationale de la francophonie. Voilà, vous l'avez compris, c'était plutôt une cérémonie de remise de prix aux lauréats du concours en français. 20 ans de jumelage entre Mourdia dans la commune rurale de Niamana, cercle de Nara et la ville d'Enebon dans la région de Bretagne en France. Un jumelage coopération qui a vu l'infrastructure aussi de notre envoyé spécial en Bretagne, Makanfin Konaté. Depuis 20 ans, Enebon, ville breton de 15 000 âmes en France et Mourdia dans le cercle de Nara, comme 4 écoles, une banque de céréales, des moulins, des périmètres maraîchers, des centres d'alphabétisation, bref, une véritable aubaine pour Mourdia qui offre en retour un bien plus précieux, son hospitalité. Tous les Enebontais qui ont participé aux différents voyages à Mourdia et au Mali sont revenus transformés et enrichis de la culture africaine. À chaque visite dans les villages où nous étions accueillis avec toute la chaleur
et toute la générosité malienne, nous répétions que si notre jumelage pouvait permettre de leur apporter quelques éléments de confort et de développement, ils nous le rendaient largement par leur accueil et la découverte de leur culture. Un jumelage coopération, ce n'est pas une œuvre de bienfaisance, de collectivité du Nord vers le Sud, mais d'un véritable partenariat sur le plan économique, social, culturel et aussi en cas d'urgence une aide humanitaire. Face aux résultats hautement encourageants durant 20 ans, résultats qui se sont traduits par l'érection d'une place de Mourdia à Nbon, le maire de Mourdia ne pouvait qu'espérer des lendemains meilleurs. En perspective, la commune rurale de Niamana, qui a reçu plusieurs visites de délégations d'Nbon, entend renforcer ces jumelages coopération dans l'intérêt exclusif des populations. À Mourdia comme à Nbon, les regards sont désormais tournés vers la fin de la crise malienne afin que les projets de développement reprennent leurs droits. Nous sommes ici à Bamako. En cet hivernage, les pistes cyclables de Bamako sont dans un état de dégradation très avancé. Le quotidien des usagers est partagé entre panne et accidents de la circulation à cause de l'état défectueux des bretelles. Une équipe de reportage dirigée par Mohamed Diarra est allée voir. Suivons son reportage. C'est inexplicable. Les motocyclistes ne sont pas considérés dans ce pays où je ne sais pas. On nous impose de circuler sur cette petite route-là. La route est mal gérée. La piste sur laquelle circulent les motocyclistes est dans un état très très piteux. Donc nous avons vraiment des difficultés. Et chaque fois que nous avons les jantes et les pneus sont vraiment en cause, tous les mois nous sommes obligés de changer des pneus et des jantes. Voici le quotidien des usagers de l'avenue de l'OIA. Il est 7h30 et ceux-ci sont déjà en retard. Tous les jours, un véritable exercice les attend ici et qui consiste à éviter les nids de poules. Les motocyclistes sont tout simplement agacés. Je dirais que vraiment l'état est très mauvais, vraiment. Très mauvais, vraiment. En plus, c'est-à-dire, il y a une femme, une dame vraiment qui voulait se tomber à cause vraiment de l'état de la route. Non, ça c'est sans commentaire. Et pourtant, le code de la route dit que cette piste est réservée aux motocyclistes. Aujourd'hui, la compagnie de la circulation routière les oblige à ne rouler que sur cette voie. Le but est de réduire les accidents de la voie publique. Mais avec l'état de la piste cyclable, l'effet contraire se produit. Le constat est amer. Nous avons constaté avec amertume que la piste cyclable est considérablement dégradée. Mais en revanche, si aussi des accidents aussi peuvent être engendrés parce qu'ils utilisent la piste cyclable, ça aussi c'est une sorte d'insécurité. Les ingénieurs en construction civile expliquent cette situation par la mauvaise conception des routes. Il serait susceptible que la piste soit élargie et qu'il n'y ait plus, en tout cas beaucoup dans les grandes agglomérations, de nouvelles constructions de routes sans qu'on ne prévoie pas des pistes cyclables larges et d'une seule nombre. Cette route a été construite pour un volume de trafic de roues. Et à la date d'aujourd'hui, ce trafic-là a explosé. Aucune donnée scientifique ne nous permettait au moment de concevoir, il y a de cela 10-15 ans, qu'on allait connaître cette explosion de motocyclistes. Consciente des désagréments subis au quotidien par les motocyclistes, l'État, à travers la Géroute, investira des dizaines de millions de francs CFA pour le revêtement des pistes cyclables avant l'hivernage. Les travaux ont démarré déjà. Il y a bientôt un mois qu'on a donné les ordres de service aux entreprises pour commencer. Nous avons mis l'accent sur le curage des caniveaux. C'était la première des opérations à faire. Et cette semaine, vous allez constater sur l'ensemble de ce réseau-là le déploiement des équipes pour le traitement des nids de poules. L'avenue de l'OIA est en deuxième phase parce qu'il y avait le boulevard de la CEDEAO qui conduisait à l'aéroport. Le montant est inclus dans un marché, donc le marché global fait à peu près 560 millions, mais qui concerne une bonne partie du réseau bitumé sur la rive droite. À la compagnie de la circulation routière, on est conscient de la situation. L'état des routes défectueux, mais cela n'empêche pas la police d'exiger le respect du code de la route. Nous ne pouvons pas les autoriser à emprunter les grandes artères. Non, nous ne pouvons pas parce que le code est clair. Là où les chaussées sont munies
des pistes cyclables, ils sont obligés de le faire. Mais là où ça n'existe pas, ils prennent la chaussée. En tout cas, mieux vaut tard que jamais, car en matière de sécurité routière, la prévention est la meilleure des politiques. Ces annonces avant de refermer cette édition, comment relever le taux de participation à l'élection présidentielle de juillet 2013, c'était le thème de questions d'actualité de dimanche dernier. La Radio Nationale rediffusera pour ses auditeurs ce numéro de questions d'actualité ce mardi à partir de 21h. Et sur la télévision nationale, retrouvez dans quelques instants votre émission cybernétique, une présentation de Ibrahima Traoré. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.